aussi envie de les retrouver. Et j'avais deux envies. J'avais envie de retrouver l'écriture, parce que c'était une écriture très particulière, que j'avais précisément mis au point pour les Malocènes il y a 30 ans du coup. Et puis j'avais aussi envie de décrire notre monde d'aujourd'hui, vu par les gosses qui sont nés. Verdun dans La Fée Carabine, C'est un ange dans La Petite Marchande de prose. Qu'on n'a connu qu'enfant. Oui, tout petit, oui, oui. Et ben maintenant, ce sont de jeunes adultes. Pas faciles, ils n'ont pas été faciles à élever. Et c'est pour ça que je n'ai rien dit pendant toutes ces années. Il a fallu que je vous raconte les difficultés que j'ai éprouvées à les élever. Ils m'exaspéraient tellement que je les ai confiés aux mesplèdes qui sont là. Je ne voulais plus en entendre parler. Et puis, tout d'un coup, non mais c'est vrai, j'ai voulu retrouver l'écriture, et puis, grâce aux personnages nés dans les romans précédents, faire un état du monde d'aujourd'hui qui est évidemment comparable qui n'a pas grand-chose à voir avec le monde de Jérémie, le Petit, etc., des jeunes Malocènes des volumes antérieurs. Oui, mais alors bizarrement, c'est vrai que vous n'occultez pas ce qui se passe actuellement, qui n'est pas forcément joyeux, mais en même temps, vous nous faites du bien. Et c'est-à-dire, on ne va pas dramatiser. On est suffisamment dans la merde comme ça. On ne va pas en rajouter. Et j'ai d'autant moins envie d'en rajouter depuis l'élection du Joker de Batman aux États-Unis. Je dois dire que ça fait vraiment peur. Mais c'est un vrai débat. Ce Joker de Batman n'est pas tombé tout à fait du ciel. Il remonte de l'enfer plutôt. C'est pas par hasard. On va pas parler de ça. Pardon, j'avais oublié le micro. Bon, oui, ou alors vous revenez après nos élections. Alors j'ai écouté nos deux camarades hier soir. Et alors, pour vous faire une confidence, quand j'avais 20 ans, c'est-à-dire au 19e siècle, j'étais persuadé, à 20 ans, que le capitalisme ne pourrait finir, ou du moins transiter, que par l'impôt négatif, c'est-à-dire la redistribution d'un argent qui aurait proliféré par lui-même après avoir aboli la production humaine. Et je m'étais dit, c'est comme ça que ça va finir. On va être contraint, qu'on le veuille ou non, de payer un impôt négatif, c'est-à-dire ce qu'ils appellent le revenu universel. Et donc pour la première fois, j'entends un politique, notre Breton. D'un côté, on a un Suisse qui se fait passer pour un Catalan, et de l'autre côté, nous avons... et c'est la première fois que j'entends sur le terrain électoral quelqu'un parler de cette... Et ça m'a beaucoup impressionné. Enfin, d'abord, je me suis dit, mais j'étais absolument génial. J'avais pensé ça quand j'étais tout petit. Et voilà que c'est en train... Ça ne va pas arriver tout de suite, mais d'ici une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années, après peut-être un massacre général, on n'en sait rien, mais ça va se passer comme ça. Donc, rendez-vous avec les arrière-petits-enfants de Malocène. Voilà, il faut que je tienne jusqu'à ce que les Malocènes soient payés à ne rien foutre. Mais c'est très intéressant parce que ça suppose une culture, un bouleversement culturel. L'idée d'une école qui est
gérer le loisir. C'est extraordinaire, une école où on enseignerait l'art de profiter des dividendes. C'est tellement étrange, hein, mais je les ai trouvés très bien les deux hier. Voilà pour le tome suivant, ou le 3e. Non, celui-là, malheureusement, ce seront mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants qui l'écriront. Mais... Alors justement, on parle d'enfants, mais finalement, ils s'en sont bien tirés. Ils n'ont pas connu de chagrin d'école, si? Je sais pas, je suis resté discret sur ce sujet. Je sais pas ce que Maracuja foutait à l'école. J'ai pas l'impression qu'elle était très brillante. Elle a dû être créative, mais Verdun, oui. Verdun, ça a dû être une très bonne élève. Par opposition, paradoxalement. Elle a dû apprendre par réaction. Pour avoir un cadre. Apprendre, oui, et puis par colère aussi. Tout savoir par colère. Je la vois bien comme ça. Moi, je pensais que c'était presque par amour pour celui qui l'a recueilli. Ben, elle a la nostalgie, enfin elle a la nostalgie, oui, mais Verdun, Verdun est amoureuse, là. Enfin, pour ceux qui n'ont pas lu le roman, Verdun est amoureuse. D'un boulanger. Et oui, et efficacement. Qu'est-ce que vous entendez par là, si je ne suis pas indiscrète? Elle fait des galettes des rois. Corps et âme. Oui. Ce qui est difficilement imaginable quand on la voit dans le livre au début, parce que quand elle juge, d'abord il était... Elle est quand même spéciale, parce que c'est une femme qui est quand même dans le domaine juridique. Elle est juge d'instruction. Et elle se grime. Mais elle se grime parce que la justice, c'est un rôle. On ne peut pas se prendre pour soi-même en rendant la justice. C'est un rôle. Et le droit est une armure. Le droit est un filtre incroyable de domestication du réel. J'ai toujours pensé ça sur il y a des gens qui font du droit pour se domestiquer eux-mêmes. C'est comme de la mathématique appliquée à du fluctuant, de l'humain, du caractériel, de l'insaisissable, du contradictoire. C'est ça le droit. Et Verdun, c'est assez logique finalement qu'elle ait fait du droit, compte tenu de son enfance et puis des conditions de sa naissance. Je comprends qu'on fasse du droit pour se calmer. Il y a des moments où je me demande si j'aurais pas dû faire du droit. En tout cas, elle est étrange dans l'exercice de son métier, parce qu'elle interroge à travers un ordinateur. C'est étonnant. Elle rend absolument impossible toute réaction d'intimidation ou d'empathie du prévenu. Et quand on voit le genre de prévenu qu'elle se cogne, elle a raison. Ce sont des salopards finis et qui pensent, c'est une jeune femme, alors ils disent on va se la faire. Une jeune juge d'instruction. C'est pas moi, c'est des caïds quand même. Et en réalité, elle les détruit psychologiquement avec des procédés très simples, pas très amicaux, mais très simples. Alors, il y a donc cette famille, on ne va pas entrer peut-être dans les détails, parce que la mère, on la connaît, elle est toujours aussi inénarrable, aussi absente, aussi... Et les enfants, je me disais, moi je trouvais qu'ils s'en tiraient bien, en ce sens que la tribu fait corps. Mais grâce à Benjamin, c'est Benjamin qui tient tout ça. Le pauvre. C'est un frère de famille. Oui. Et il a tenu ça jusqu'au bout, avec ses allures de ne pas y toucher, parce que en même temps c'est un garçon très discret. Dont on dit Don Quichotte au petit pied, jeunisme exaspérant. Oui, mais ça, ce sont les critiques des Malos. J'avais un critique au Point qui me haïssait et qui, à chacun de mes bouquins, sortait un article assassin où c'était toujours les mêmes arguments, jeunisme, démagogue, pénac. Je me doutais qu'il s'agissait de vous, là. Et alors, et effectivement, ce type, mais pendant 20 ans, a fait. Et finalement, il m'a tellement ému que je lui ai dédicacé un livre en le remerciant pour sa fidélité. Il a parlé Mais aussi les critiques.
les histoires avec les critiques, c'est rigolo. Il y avait dans le temps un poète d'origine russe qui s'appelait Alain Bosquet. Et cet Alain Bosquet avait une rubrique critique dans Le Figaro. Et il avait fait, je crois, sur La Petite Marchande de prose, lui aussi, un article assassin. Mais c'était vraiment un article pauvre France, qui doit se cogner à Pénac. Malheureuse France. Il était russe d'origine et donc il nous adorait. Il adorait la langue française, il estimait que je la massacrais, que c'était une véritable honte, que c'était un péché de lire, enfin bref. Et c'est le genre d'article qu'on trouve dans sa boîte aux lettres. Et c'est lui qui a parlé de votre désastreuse empathie? Non, non, c'est pas lui. Mais alors attendez, parce que la fin de l'histoire c'est ça. Et le papier arrive dans la boîte aux lettres comme une lettre anonyme. J'ai un bon copain qui envoie. Alors je lis le papier à ma femme le soir avant de nous endormir. Bon, ça ne nous coupe pas le sommeil, on s'endort. Et j'étais prof à l'époque, donc on se réveillait avec le radio-réveil très tôt. Et à 6h du mat, comme ça, premières informations, assassinat de Bousquet. Assassinat de Bousquet. Et ma femme, dans un demi-sommeil, me dit, oh merde, on va être cuisiné par les flics. On a entendu assassinat de Bousquet. Mais non, mon amour, c'est Bousquet. C'est un fasciste. C'est pas un vieux grognon de droite. Vous l'avez échappé belle. La paura. Oui, alors vous parlez de ces jeunes. Alors d'une part, il y a un côté nostalgique parce qu'on voit quand même que là aussi, on ne peut que comprendre le scène, à savoir que les maisons se vident de toute cette jeunesse turbulente, ils sont aux quatre coins du monde, ils sont dans des ONG, etc. Il y a une sorte de nostalgie que l'on peut vivre aussi soi-même. Ah bien sûr, moi j'ai reçu en héritage de ma famille, de ma mère, une petite maison à La Colle-sur-Loup, dans les Alpes-Maritimes. Et cette petite maison, c'était sa chambre de jeune fille, avec, il y avait en dessous une écurie, qui est devenue ensuite une salle à manger, et une cuisine, etc., puis au-dessus, un grenier. Et dans la grande pièce qui était sa chambre de jeune fille, il y avait un grand lit, où je dors maintenant, et où j'ai vu mes frères et moi, tous sur le lit de la mama, à faire les programmes pour le lendemain. On va se baigner au Loup, on grimpe à Saint-Paul, avance, on va promener les chiens par-ci. Ensuite, les petits-enfants, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et maintenant, je suis seul dans ce grand plumard. Et toutes ces générations, beaucoup sont morts, voilà. Ça, c'est la part de la nostalgie. Oui, et toute cette jeunesse dont vous parlez... finalement, vous en parlez d'une manière très positive, de tous ces jeunes. Alors que souvent, on dit « Ah oui, mais les jeunes, la drogue, ils font rien, etc. » Bah, ils font rien, ils font... Oui. Ils font ce qu'ils peuvent. Non, mais il faut les... Enfin, si... là, vous parlez aux vieux professeurs. J'en ai eu 3600 et quelques, j'avais compté, dans ma vie. Et... ils sont tous devenus, bien sûr. J'en rencontre quelquefois dans la rue à Paris. Et ils sont, pour la plupart, enfin ils me plaisent. Hein. Il n'y a pas longtemps, je sortais d'un cinéma et il y a une petite fille qui me court après. « Monsieur, monsieur !» Je dis « Merde, j'ai dû oublier mon parapluie au cinéma. » Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Et le monsieur là-bas, de l'autre côté du trottoir. Je dis « Oui, qui c'est? » « C'est mon grand-père. » Très bien. Et qu'est-ce qu'il veut, ton grand-père? Il vous a eu comme prof. Et alors, comment voulez-vous qu'on ne sente pas le temps passer? J'ai dit, tu en veux une? Oui, en fait, par exemple, là vous dites, un seul, connaissez-vous, surtout parmi nos politiques, capable de témoigner aujourd'hui d'un tel degré de conscience sociale? Vous parlez des jeunes, là. Ah oui, bah bien sûr, parce que bon,
pour la bande d'ignorants qui n'a pas encore lu ce dernier Malocène. Les petits de la dernière génération Malocène passent leurs grandes vacances dans des ONG. Ce sont les ONG qui se chargent des vacances aujourd'hui. Dans le temps, c'était les grands-mères ou les boîtes à bac, quand les gosses avaient merdé, fourré pour 2 mois dans une boîte à bac, et nous, on allait en vacances. Et maintenant, ce sont les ONG. Sauf que les petits Malocènes ont une pratique très personnelle de l'ONG. Ils ont décidé de donner à ces ONG un sens fort. Voilà. Donc je suis, de ce point de vue, content d'eux. Oui, alors, en fait, votre ouvrage tourne autour de 2 milieux qui vont se rencontrer. On ne va pas raconter l'histoire dans les détails, mais il y a celui de l'édition, et on rit beaucoup, parce que c'est du vécu, pour le coup. C'est de l'observer, quoi. Ben oui. Voilà, alors, les relations complexes des auteurs avec les éditeurs. À un moment donné, vous faites un portrait de la reine Isabeau, toute puissante. Et on pense à Françoise Verny, qui est morte depuis pas mal d'années d'ailleurs. Oui. Hein, c'était un peu elle. On m'a souvent dit ça, et en réalité, ce n'était pas Françoise Verny, mais c'était quelqu'un, effectivement, qui était une très grande amie, qui s'appelait Isabelle Jean, et qui était éditrice chez Nathan, qui avait un caractère de cochon, et qui détestait absolument L'Œil du Loup, qu'elle a publié. Elle me disait et c'était une fille merveilleuse, avec un caractère de chien, qui connaissait Dickens par cœur, qui professait que Dickens haïssait les enfants, et qui avait sur la littérature une vision comme ça, à la fois enthousiaste et cynique. J'adorais cette fille, même si elle a bien failli ne pas publier Mon Œil du Loup. Elle disait, mais tu nous emmerdes avec tes contes édifiants. Parce qu'elle trouvait que Cabocaboche, oui, le récit, comme ça, mais L'Œil du Loup. Et donc, je me suis battu contre elle, elle a édité L'Œil du Loup, et j'ai dit, bon, je vais faire de toi la reine Isabeau. Parce que c'était une psychanalyse réussie. Ça lui a plu? Oui, ça la faisait rire. Je dis, bah, tu vas voir, je vais te décrire en psychanalyse réussie, c'est-à-dire, hop, le corps est rayé de la carte et la tête est entièrement devenue efficace. Oui, il n'y a plus que la tête. Et ça l'amusait beaucoup. Alors, vous parlez des auteurs maison. On sait que dans toutes les maisons d'édition, il y a des auteurs maison. Il y a, et leur histoire personnelle, et ça c'est très drôle aussi dans votre ouvrage, et il y a les rivalités. Et Dieu sait qu'il y a des rivalités entre auteurs, on en connaît. Hein. Oui, c'est Ils sont très connus.